Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis très ravi aujourd'hui d'être parmi vous pour vous parler d'un thème qui est au cœur de notre actualité, de notre quotidien. C'est l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle en biologie médicale. En fait, il ne s'agit plus d'une vision futuriste, tout simplement parce que l'IA est déjà là au sein de nos laboratoires, au sein de nos pratiques. C'est pour cette raison que nous allons essayer d'exposer durant cette conférence ce qui recouvre l'IA dans le domaine de la biologie médicale, c'est-à-dire ses applications. Et aussi, on va voir qu'il y a des défis, il y a des limites et des contraintes qu'il faut tenir compte dans l'application de cet outil. Avant de commencer, je dois déclarer que j'ai aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel en relation avec le contenu de cette présentation. Notre conférence va s'articuler autour de 4 points. Nous commencerons par définir le concept de l'IA, de l'intelligence artificielle, quels sont ses fondements, quels sont ses principes, quels sont les différents types d'apprentissage utilisés dans l'IA. Nous aborderons ensuite quelques concepts clés nécessaires à la compréhension de l'application de l'IA dans le domaine de la biologie médicale. Puis nous passons au cœur de la présentation, c'est-à-dire les applications concrètes de l'IA dans le laboratoire de biologie médicale, et nous verrons par la suite quelques exemples récents issus de la théorie et également de la pratique. Et enfin, nous terminerons notre présentation par les limites et les contraintes et les défis de cette intégration. Qu'est-ce que l'IA? En fait, le concept de l'IA, le développement de ce concept est passé par 4 principales étapes. La première étape, c'est la période entre 1950 et 1980. Cette période a été marquée par 3 événements clés. En 1956, lors de la conférence de Dartmouth, John McCarthy et ses collaborateurs ont inventé pour la première fois le terme de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, cette conférence ou bien cet événement est souvent considéré comme l'acte de naissance réel de ce concept d'intelligence artificielle. En 1960, dans les années 60, apparaissent les premiers systèmes experts, ce qu'on appelle les systèmes experts, comme le Dendral. Le Dendral était utilisé surtout dans le domaine de chimie organique, et aussi le Mycin, qui a été conçu pour le diagnostic infectieux. Puis le troisième événement clé de cette période, c'est dans les années 1970, c'est l'apparition des systèmes d'aide ou bien de soutien à la décision clinique, avec l'apparition de l'outil HELP, qui était développé par l'université Utah. C'est l'un des premiers systèmes experts qui a intégré l'utilisation d'intelligence artificielle dans le processus de décision médicale. Voilà, ça c'était pour la première période. La deuxième période, c'est entre 1980 et l'année 2000. Et durant cette période, on a commencé à intégrer plus concrètement l'outil de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, et notamment dans la technologie de l'imagerie médicale. Durant cette période, nous avons 2 événements clés. Dans les années 80, c'est le développement des premières applications de l'IA dans l'analyse d'images médicales et l'apparition de standards d'ICANN, qui utilisent des techniques de reconnaissance de forme pour l'identification, par exemple, de la nature de cellules, ou bien des cellules tumorales, ou bien de la lecture des clichés, par exemple, de l'imagerie. Et deuxième événement, c'est dans les années 90, c'est l'introduction des premiers systèmes IA dans l'analyse des images de mammographie pour détecter des signes précoces du cancer du sein. La troisième période, entre l'année 2000 et 2010, c'est la période de Big Data. C'est-à-dire à partir des années 2000, l'intelligence artificielle franchit un cap majeur. Elle entre dans l'ère de Big Data, de méga données. Suite à l'explosion des données médicales, à l'introduction de dossiers médicaux électroniques, le DME, qui a permis de constituer des bases de données massives, des mégadonnées. Et ces données, auparavant inexploitables avec les outils classiques, deviennent maintenant facile à exploiter avec les algorithmes de l'IA. Donc on commence alors à utiliser ces outils pour prédire par exemple des essais cliniques, pour identifier par exemple des formes graves de maladies, ou bien pour également prendre des décisions
thérapeutique. La quatrième période, c'est l'IA moderne, donc entrant dans la période contemporaine de l'intelligence artificielle, marquée par des avancées spectaculaires grâce à l'introduction de ce qu'on appelle le deep learning. Donc, en 2010, les algorithmes d'apprentissage profond qu'on appelle le deep learning, qui ont révolutionné l'analyse des images médicales. D'ailleurs, il y a des entreprises, bien des sociétés qui commencent à proposer des outils. C'est l'exemple de l'outil DeepCell, qui a été utilisé pour détecter des anomalies au niveau des coupes histologiques en anatomopathologie et qui a donné des performances parfois qui dépassent les performances d'un radiologue ou bien d'un pathologiste. Deuxième événement, en 2016, c'est l'apparition du système Watson for Oncology, qui a été développé par la société IBM, qui est basé également sur l'IA, qui a été mis en œuvre au niveau des hôpitaux pour déterminer des traitements personnalisés pour les cancéreux. Sur la base des données cliniques, biologiques, génétiques, cet outil peut développer un protocole, par exemple thérapeutique, ou bien prédire l'évolution de la maladie. Et troisième événement qui a marqué cette période, c'est l'apparition de l'outil Blue Dot, qui est utilisé dans la prédiction des épidémies et de la pandémie. D'ailleurs, cet outil a été utilisé pendant la pandémie Covid pour prédire l'évolution de la pandémie, avec une précision qui dépasse bien sûr les capacités humaines. Voilà, ça c'était en grosso modo les 4 grandes étapes de développement de concepts l'IA. Avant d'entrer dans les applications de la biologie médicale, il est essentiel de bien comprendre les 3 concepts clés de cet outil. Donc cette illustration sous forme de poupée russe résume bien les relations entre les différents niveaux de l'IA. Tout d'abord, le cercle le plus large représente l'intelligence artificielle dans son ensemble. Elle regroupe tous les systèmes capables de simuler l'intelligence humaine, que ce soit pour raisonner, pour analyser, pour prédire et pour même proposer des décisions. À l'intérieur, on trouve le deuxième concept, un sous-ensemble qu'on appelle le machine learning, ou l'apprentissage automatique. Ici, on ne programme pas explicitement l'outil ou bien le modèle d'intelligence artificielle, c'est-à-dire on ne fixe pas les règles préalables, mais on fournit des données à un algorithme. Bien. Cet algorithme il va analyser les données, il va détecter des motifs, il va analyser, il va proposer par exemple des décisions, bien peut prédire par exemple des classifications ou autres. Et enfin, au cœur de ce système, nous avons ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning. Il s'agit d'une forme avancée de machine learning qui est basée sur des réseaux de neurones artificiels qui simulent un petit peu les neurones de l'être humain et qui sont capables d'analyser des mégadonnées, des données massives, comme les images médicales, comme les dossiers, par exemple, les données médicales des patients, des paramètres biologiques, des séquences génétiques, par exemple, issues de séquençage. Ça, c'est l'avantage de deep learning. Par définition, l'intelligence artificielle. En fait, il y a une définition classique, il y a une définition moderne. La définition classique de l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui vise à créer des systèmes capables de simuler l'intelligence humaine. Et pas de remplacer, c'est de simuler l'intelligence humaine. Mais il y a une nouvelle définition, une définition moderne, qui correspond un petit peu à notre contexte dans le domaine de biologie médicale. L'IA actuellement, c'est un outil qu'on va utiliser pour externaliser la décision préalablement auparavant prise par un être humain, par un professionnel de santé, un outil d'intelligence artificielle pour 2 objectifs. Premièrement, c'est pour réduire le risque d'erreur humaine et deuxièmement, pour augmenter la prise de décision, c'est-à-dire réduire le temps de prise de décision et la rapidité d'exécution. Ça, c'est la définition que je pense elle est plus adéquate dans notre contexte de biologie médicale. Si on parle d'intelligence artificielle, on doit comprendre le concept général, ou bien le principe de cette intelligence. Donc on part...
Voilà, on part d'une base de données qu'on appelle la base de données d'apprentissage. Par exemple, c'est des milliers de résultats biologiques ou bien des photos, des images, des clichés, des coupes histologiques. Et on va utiliser ces données, on va injecter ces données dans un algorithme d'apprentissage. Cet algorithme d'apprentissage, il va analyser ces données et va générer ce qu'on appelle un modèle prédictif. Une fois ce modèle est entraîné, il peut recevoir de nouvelles données. Ces nouvelles données vont être testées sur ce modèle prédictif. Par exemple, ils vont analyser des données biologiques, des données radiologiques ou bien des données cliniques pour prendre une décision. Cette décision peut être diagnostique, peut être un score de risque, une recommandation par exemple thérapeutique. Donc ce processus, c'est la base de nombreuses applications de l'outil IA en biologie médicale. Donc vous voyez, vous avez deux types de bases. La base d'apprentissage, c'est nos données qu'on va intégrer dans un algorithme d'apprentissage. Cet algorithme, il va analyser ces données, il va développer un modèle prédictif. Après, on va le tester avec de nouvelles données. L'intelligence artificielle est basée sur trois types d'apprentissage. L'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. Commençons par l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, pour faire simple, consiste à entraîner un modèle d'intelligence artificielle sur un ensemble de données étiquetées. Ça veut dire quoi étiqueté? Ça veut dire avec label. On va injecter une photo d'une cellule et on va dire à l'algorithme que cette cellule correspond par exemple, à un globule rouge ou bien un globule blanc, une plaquette ou autre. Ça, c'est l'ensemble, c'est le principe d'apprentissage supervisé. Donc, on va utiliser des données étiquetées, accompagnées d'une réponse qu'on appelle le label. Le modèle apprend à faire des prédictions en général sur la base de cette relation entre les entrées, les inputs et les outputs, c'est-à-dire les labels. Exemple en biologie médicale, on va injecter dans un algorithme d'IA un ensemble de données d'un dossier médical de patient, par exemple des données sociodémographiques, des données cliniques, des images, des textes, des vidéos par exemple, et des clichés ou des coupes histologiques. Et on va entraîner notre système avec un mode d'apprentissage supervisé. Après l'entraînement, le modèle peut prédire le profil de patients. On peut par exemple classer les patients, un mauvais pronostic, un bon pronostic, selon l'ensemble des données cliniques, biologiques et radiologiques. Ça, c'est l'exemple de l'apprentissage supervisé. Maintenant, est-ce qu'on peut appliquer ce système sur nos données? Oui, gratuitement, c'est possible aussi. Il y a plusieurs outils sur le net qu'on peut utiliser, qu'on peut les tester pour ce mode d'apprentissage. Ici, je me suis amusé de prendre un exemple qui est notre actualité aujourd'hui. C'est la distinction entre un mouton d'origine algérienne et un mouton d'origine étrangère. C'est possible sur ce système qui est gratuit, disponible en ligne, c'est Teachable Machine. C'est un outil qui est basé sur l'apprentissage supervisé. Donc ici, vous créez deux classes. Classe 1, ça correspond au mouton algérien. La classe deuxième correspond au mouton d'origine étrangère. Et on va alimenter ce modèle avec des photos. Bien sûr, ici, j'ai pris uniquement 3 photos et ce n'est pas suffisant pour développer un modèle. Après, on va demander à l'outil IA de faire l'entraînement. Donc, il va analyser les 3 photos, que ce soit pour la classe 1 ou bien pour la classe 2. Il va développer son modèle prédictif. Et après, on va le tester. On va injecter une nouvelle photo, par exemple d'un mouton d'origine algérienne ou bien autre. Et on va demander à ce modèle de déduire quelle est l'origine de ce mouton. Dans cet exemple, il a donné un pourcentage de 85% que ce mouton est d'origine algérienne, alors qu'en réalité, il n'est pas d'origine algérienne. Donc vous voyez que le modèle n'est pas performant parce qu'il n'est pas bien alimenté, il n'a pas été bien entraîné. C'est le même principe qu'on utilise également actuellement dans les outils d'identification des cellules, que ce soit les cellules par exemple sur frottis sanguin ou bien des cellules d'origine maligne. C'est le même système. Donc, par reconnaissance de forme, par reconnaissance des caractéristiques, l'outil il va déduire la nature de la cellule. Est-ce qu'il s'agit d'un globule blanc, globule rouge ou bien d'une plaquette? Le deuxième concept, ou le deuxième type d'apprentissage, c'est l'apprentissage non supervisé.
Contrairement au premier modèle, ici, les données ne sont pas étiquetées. C'est-à-dire on ne va pas préciser au modèle IA qu'il s'agit, par exemple, d'une cellule normale ou bien d'une cellule maligne. On va injecter les données et c'est l'outil c'est l'algorithme qui va analyser ces données et va essayer de créer des profils qu'on appelle des clusters ou bien des caractéristiques communes. Dans cet exemple, nous allons alimenter le modèle IA par des données de patients, des données cliniques, biologiques ou autres, mais sans étiqueter ces données, c'est-à-dire sans préciser quel est le profil de patient, est-ce qu'elle est malade ou non malade. Dans ce cas, on a injecté des données de patients avec sepsis et sans sepsis, et on a demandé à l'outil d'intelligence artificielle de développer un modèle prédictif, mais sans étiqueter les données. Qu'est-ce qu'il a fait le logiciel? Qu'est-ce qu'il a fait cet outil? Il a analysé les profils de patients et à la fin, il nous a donné 2 phénotypes. Ces phénotypes peuvent correspondre par exemple à une forme sévère d'un sepsis, forme sévère avec un syndrome inflammatoire, un sepsis très inflammatoire, avec une autre forme moins sévère. Vous voyez qu'on n'a pas précisé dès le départ quel est le profil de patient recherché, mais c'est l'outil qui a analysé ces données et qui nous a donné des profils. C'est le principe de l'apprentissage non supervisé. Le troisième type d'apprentissage, c'est l'apprentissage par renforcement. Dans l'apprentissage par renforcement, l'agent IA apprend à interagir avec son environnement. Ça, c'est un niveau de complexité supérieur aux 2 premiers types d'apprentissage. Donc, l'outil IA il va interagir avec son environnement pour maximiser une réponse cumulée. C'est-à-dire, l'agent prend une décision, observe les résultats de ses actions et il ajuste sa stratégie ou bien ajuste sa réponse en fonction soit une récompense ou bien une pénalité. Bien sûr, c'est l'utilisateur qui va dire que vous avez raison ou bien vous avez tort. Ce schéma montre l'exemple d'un apprentissage par renforcement appliqué sur une cohorte de patients dont l'objectif c'était d'optimiser le traitement d'un sepsis, de patients atteints de sepsis, en utilisant bien sûr des données en temps réel. Vous avez des constantes biologiques, des constantes vitales, des constantes cliniques, et bien sûr en intégrant l'expertise médicale, l'expertise de professionnels de santé. Et en apprenant de manière itérative, à travers l'interaction avec son environnement, avec l'interaction avec l'outil, est-ce qu'il s'agit d'une bonne décision ou bien d'une mauvaise décision. Donc l'agent prend la décision, par exemple, il recommande un antibiotique, il ajuste la posologie et on applique cette décision sur le patient. En fonction de la réponse, il va recevoir soit une récompense ou bien une pénalité. Et avec le temps, l'outil va améliorer ses performances, il va ajuster sa stratégie en fonction de ses récompenses ou bien ses pénalités. Donc ce type de modèle, c'est un type de modèle très prometteur, surtout dans le domaine médical, surtout dans la prise de décision médicale, par exemple la précision thérapeutique ou bien des décisions adaptatives. Reste 3 minutes. Quelles sont les applications de l'IA dans le domaine de la biologie médicale? Comme vous voyez, l'IA peut être appliquée dans les 3 types ou bien 3 phases de la biologie médicale, la phase pré-analytique, le pre-testing, la phase analytique, la phase post-analytique. L'utilisation de l'IA nous a permis de surpasser plusieurs défis dans notre domaine, dans nos laboratoires. J'ai cité ici 5 axes sur lesquels on peut agir en utilisant l'outil IA. Premièrement, c'est la précision du diagnostic. Plusieurs études ont rapporté que l'utilisation de l'IA améliore jusqu'à 33 à 34% la précision du diagnostic. Vous avez également l'analyse des données massives au niveau d'un laboratoire, l'automatisation des tâches laborieuses, la compensation de manque d'expertise humaine et l'optimisation des ressources. Donc ces éléments sont cruciaux pour améliorer non seulement l'efficacité opérationnelle de nos laboratoires, mais également la qualité des soins prodigués aux patients. J'ai pris l'exemple de la précision diagnostique. Donc pour comprendre ou pour mieux comprendre l'intérêt de l'intelligence artificielle en biologie médicale, il est essentiel de prendre conscience de l'impact des erreurs de diagnostic sur la santé humaine. Aujourd'hui, selon plusieurs études américaines, le risque de mourir à l'hôpital américain est plus important que le risque de mourir dans une guerre. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est qu'une seule erreur sur 7
est réellement détecté et signalé. D'ailleurs, on estime actuellement aux États-Unis plus de 300 000 le nombre de décès annuels liés à des erreurs diagnostiques, rien qu'aux États-Unis. Et plus de 800 000 patients souffraient chaque année de conséquences graves, qu'il s'agisse soit de décès ou bien d'un handicap durable. Face à cette réalité, l'IA n'est pas un luxe, mais c'est un outil indispensable dans notre système. Après voir les différentes applications de l'IA, on va prendre un exemple d'un système qui est prometteur, qui commence à être intégré dans nos laboratoires, c'est les systèmes d'experts d'aide à la validation biologique, ce qu'on appelle le SAVB. Il s'agit d'un système intelligent conçu pour assister les biologistes médicaux dans la validation des résultats biologiques. C'est notre quotidien. En particulier, lorsqu'il s'agit d'un volume de travail important, donc le biologiste est dépassé, et là, le droit d'utiliser ces outils dans la validation. Donc concrètement, le système AVB permet de filtrer automatiquement des résultats attendus et de signaler les valeurs, par exemple, critiques, des valeurs incohérentes, est-ce qu'il y a, par exemple, discordance entre les résultats, et aussi de proposer des interprétations automatisées. Plusieurs solutions concrètes sont disponibles actuellement sur le marché. Les outils ont été développés soit par des grandes sociétés telles que Sysmex, Roche, Biorad, ou bien même des petites boîtes, des startups qui proposent également des solutions pareilles. Le principe est toujours le même. Donc, le système repose sur un ensemble de règles programmées au préalable. C'est le biologiste qui va programmer ces règles. Une fois intégrées, ces règles permettent au système d'analyser les données automatiquement et générer des résultats ou bien des recommandations ou une interprétation experte. Donc, le système alerte le biologiste sur la présence d'un résultat inexpliqué, d'un résultat incohérent, par exemple des marqueurs biologiques contradictoires, ou bien des valeurs critiques ou aberrantes, et il donne une recommandation au biologiste. Bien sûr, il faut toujours passer par le biologiste pour la validation. S'il vous plaît, vous avez 1 minute pour conclure. Ce que vous ne pouvez pas présenter, laissez-le à la discussion. À la discussion. OK. Je passe directement aux limites. Voilà, donc l'application de l'intelligence artificielle dans la biologie médicale et dans la médecine de laboratoire offre un potentiel énorme, comme vous avez vu dans la présentation, mais présente également certaines limites et contraintes, notamment en termes de qualité des données. Donc, il faut standardiser les données dans le domaine de biologie médicale. En termes de complexité biologique, l'application de la biologie médicale, de l'intelligence artificielle, sur la biologie médicale doit prendre en considération la variabilité biologique interindividuelle et intra-individuelle. Troisième contrainte, c'est l'utilité ou les limites technologiques. Donc, on a besoin parfois de systèmes de calcul puissants pour analyser des mégadonnées. Vous avez également le problème de validité clinique. Toujours, l'interprétation doit être validée par le clinicien. Et aussi, vous avez un problème éthique. Jusqu'à maintenant, même en Europe, il n'y a pas vraiment une réglementation dédiée à l'utilisation de l'IA en biologie médicale. Et je vous remercie pour votre attention.